Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Nous sommes au dernier jour du mois d'août et dès demain, les prix maximum des produits pétroliers seront révisés. À partir du 1er septembre, le supercarburant sans plomb passe à 1,85 € TTC, soit une augmentation de 0,06 centimes. Le gazole, lui, atteint 1,70 € le litre. Son prix a augmenté de 12 centimes et la bouteille de 12,5 kg de gaz de pétrole liquéfié sera disponible au prix de 19,46 €, soit une augmentation de 46 centimes. Après Jocelyn Sapoti, c'est au tour de Victorin Lurel de présenter sa liste pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il conduira la liste Ensemble Nous Toutes, composée de Gabriel Louis Carabin, André Atala, Geneviève Gamère et Teddy Marie. À Jarry, la bretelle de la Jaille menant à la route nationale 1 est enfin en service. Après 2 ans de chantier, la portion de route permettant d'accéder à la RN1 depuis la route de l'Alliance et Fonsarail a été ouverte aux usagers. Aujourd'hui, à 14h30, le président de région Harry Chalus et le directeur de Route de Guadeloupe ont procédé à sa mise en service. Ces travaux devraient permettre d'améliorer et de fluidifier la circulation au niveau de l'échangeur, puisqu'il n'y aura plus besoin d'emprunter le rond-point de la Jaille. Un reportage d'Olivier Félix. Nous avons voulu, avant la rentrée scolaire, ouvrir cette bretelle qui va fluidifier la circulation parce qu'effectivement on a eu un beau chantier, notamment la construction du pont pour permettre aux voitures d'accéder au niveau du lycée et du collège qui se trouve à la Jaille. Nous avions dû refermer par la suite, faire des travaux sous le pont pour le passage des voitures, et c'est un pont qui pourra contenir des voitures de plus de 4,40 m, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle, c'est une mise en service de cette route pour pouvoir fluidifier la circulation. Nous nous sommes rendus compte dernièrement effectivement qu'il y avait un embouteillage monstre juste au niveau du pont de l'Alliance. Donc je pense qu'aujourd'hui, cela va vraiment fluidifier cette circulation et soulager les automobilistes. On a un certain nombre de travaux qui sont en cours, notamment sous les ouvrages, où on essaie de conforter, de mettre aux normes parasismiques un certain nombre d'ouvrages. Donc ce sont des travaux qui sont actuellement en cours. Et aussi, on a pas loin d'ici le passage à 2 fois 2 voies de la route de la voie verte, la route qu'on appelle la voie verte, donc qui devrait fluidifier l'entrée de Jarry. Les travaux vont continuer de jour, puisque le gabarit routier ancien ne change pas. Donc on avait 2 voies avant les travaux. Pendant la phase travaux, on aura toujours les 2 voies, mais du fait que il y a des travaux, la circulation se ralentit, donc les automobilistes ralentissent, ils regardent ce qui se passe, ce qui fait que ça ralentit le trafic. Et à Vieux Habitants cette fois-ci, le pont La Ravine-Michaud, réhabilité par la région, sera également mis en service demain, vendredi 1er septembre à 12h30. En Guadeloupe, la lutte contre les sargasses se poursuit. Pour tenter de les éradiquer ou d'empêcher leur échouement sur nos côtes, les propositions arrivent de toutes parts. De son côté, l'État assure le financement de plusieurs barrages expérimentaux. Aujourd'hui, le préfet de Guadeloupe a présenté les différents projets de pose de barrages. Il s'est exprimé au micro de Michel Depape. Le but, c'était de vous donner des éléments précis et techniques sur le déploiement des barrages, essentiellement. De présenter effectivement l'action de l'État et l'action des collectivités en matière de lutte contre les sargasses, mais plutôt de se centrer sur la présentation des barrages, puisque aujourd'hui, on a déployé plusieurs dispositifs. Il y a déjà 2 dispositifs de barrages qui sont opérationnels sur Capesterre de Marie-Galante et sur Petit-Bourg. Alors Petit-Bourg, il est en cours d'installation. Il y a déjà une partie, il y a quand même 300 mètres ou 400 mètres qui sont déjà à l'eau, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont déjà installés. Et donc c'était pouvoir expliquer et faire un peu de pédagogie sur qu'est-ce qu'un barrage, avec une idée sur laquelle je voudrais simplement insister, c'est que on est sur des dispositifs
expérimentaux. Voilà. C'est une technologie qui est une technologie compliquée, parce que la mer, c'est un environnement difficile. C'est un environnement difficile pour travailler. Et donc voilà, même si on peut faire beaucoup d'études en amont, c'est qu'une fois qu'on est en mer qu'on se rend compte effectivement des vraies difficultés et puis de la façon dont les choses se comportent. Voilà. Et donc on est par définition sur des sujets expérimentaux. Donc on a 3 dispositifs qui existent. Il y en a un sur Capesterre de Marie-Galante, parce que c'était la priorité. Il faut rappeler que sur Capesterre de Marie-Galante, on a quand même 45% des échouages de la Guadeloupe qui se font sur Marie-Galante et qui se font sur Capesterre de Marie-Galante. Donc ça, c'était vraiment la priorité. Et puis après, en fonction des capacités techniques, en fonction des moyens dont on dispose, on a commencé aussi par protéger la côte de Petit-Bourg. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le reste. Voilà, il faut bien commencer par quelque part et par quelque chose. Voilà. Donc c'était puis présenter les différentes techniques. Vous avez des barrages stockants, des barrages déviants. Là, l'idée, c'est plutôt de développer des barrages déviants. Voilà. Un barrage déviant, c'est effectivement les algues suivent le barrage et puis vont un peu plus loin, ou bien repartent dans le courant, ou bien vont vers un endroit sur la côte où elles peuvent s'échouer et où on peut les ramasser et travailler facilement. La finalisation des travaux de la pose des barrages à Petit-Bourg est attendue pour le mois de novembre 2023. C'est une rentrée solidaire qui s'organise à Saint-Vincent-de-Paul. Pour les familles dans le besoin et notamment les enfants, la rentrée aussi se fera avec style. Coiffure, vêtements, chaussures et matériel scolaire, l'association Saint-Vincent-de-Paul a souhaité permettre à tous les enfants d'être prêts pour la rentrée. Un reportage de Maxime Morel. C'est une action à destination des enfants, principalement en amont de la rentrée scolaire. Donc, c'est relooking spécial rentrée kids. Donc, on a également plusieurs partenaires avec principalement la société M-Créa avec leur action humanitaire relooking de rue. Nous avons également la Gratiféria, l'agence immobilière Keller Williams. Donc, c'est vrai que on a un peu de tout. On a des vêtements, des chaussures, du matériel scolaire. Cerise sur le gâteau, coupe de cheveux pour les garçons, coiffure pour les filles. Et puis, on va partager tous ensemble un bon repas. Le menu est bien élaboré et des lots pour que chaque enfant puisse avoir un petit kit pour la rentrée avec le goûter compris dans le petit package. Très important parce que c'est 20 € deux enfants. J'ai gagné 20 €, hein? Oui, c'est déjà ça pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais il y a beaucoup de familles en précarité et qui n'osent pas surtout aller dans les salons de coiffure ou qui n'ont pas les moyens. Donc, une action comme ça, c'est le bienvenu. Notre partenaire phare, Rolling de rue, a l'habitude de couper les cheveux des usagers dans les rues. Et pour une première édition, on s'est dit, mais tiens, on a des familles et la vie est compliquée, dure avec tout ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, ce serait bien qu'on puisse cibler les enfants et donner un coup de pouce à tout un chacun. Donc, on n'a pas fait de distinction, on n'a pas mis de limite. On accueille les familles qu'on a déjà l'habitude d'accueillir, mais le tout public. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a eu de très beaux dons, que ce soit de l'occasion, du neuf. On a vraiment été, les enfants ont vraiment été gâtés pour cette action. Donc, que du bonheur, que du plus. Il y a du nouveau à la CANBT. Après le changement de son logo qui avait mobilisé la participation d'internautes créatifs, la communauté d'Aglo se dote d'un nouveau site internet. La plateforme a été lancée et présentée aujourd'hui à la médiathèque du Lamentin. Le président de la CANBT souhaitait un site inclusif et attractif. Il permettra aux utilisateurs d'effectuer leurs démarches en ligne et de connaître l'actualité de la CANBT. Un reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, c'était le lancement du site de la CNBT. Et après le logo, voilà un autre support de communication de manière à donner tout le sens à ce territoire, puisque ce que je veux, c'est que ce soit un territoire de communauté de destin et que le caractère identitaire soit bien mis en avant. Nous voulons des sites modernes, dynamiques, qui renforcent la proximité avec la population et c'est ce que nous avons pu voir dans la présentation. Notre agence digitale J2A Consulting a été le candidat retenu pour la réalisation de ce site internet. Le travail du créateur du site internet, c'est de prendre les idées du client et de le mettre sous format électronique, format internet, format web. Je suis très heureux, très fier. Et maintenant, ce qui est nécessaire, c'est que la population puisse s'approprier ce site, puisque vous avez pu voir tous les signalements, c'est-à-dire les doléances
Si vous voyez, on passe ça, on côté Nizordi, on décharge à Zordi, souvent côté qui paye la guerre ou bien tout ça qui a concerné la CNBT, on va pouvoir le signaler et je mettrai un délai pour que cela soit résolu. À partir des demandes de la communauté d'agglomération, nous avons réalisé en fait les différentes pages nécessaires à la visibilité, mettre en valeur en fait leur collectivité. Donc la CNBT nous a soumis sa nouvelle charte graphique qui était beaucoup plus moderne, dynamique et dans l'air du temps et souhaitait justement créer un site en rapport à cette charte graphique. Une avancée extrême, de même que si on veut prendre un rendez-vous avec moi-même, donc tout cela sera géré. Si on veut connaître des informations sur une entreprise de la CNBT, sur une association, sur une commune, toutes les informations souhaitables, vous pourrez donc les avoir. Si on veut connaître le circuit de passage pour le ramassage des ordures dans une commune, on peut avoir toutes ces informations. Donc c'était une nécessité en termes de proximité pour permettre à la population aussi de faire des propositions et pour qu'on soit plus performant. Il y a quelques jours, nous vous parlions d'abandon d'animaux domestiques, des chiffres qui sont en diminution depuis quelques années. Et au mois de juin, une journée est justement dédiée à cette lutte. Et pour en parler, nous recevons ce soir le docteur Kevin Rabréau, vétérinaire. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc la dernière fois, nous avons justement vu un sujet qui parlait d'abandon d'animaux. Donc à la fourrière des Abîmes, ils avaient constaté qu'il y avait quand même une légère diminution des abandons d'animaux domestiques. Il y avait moins d'animaux errants dans les rues. Quel constat de votre côté, en tant que vétérinaire, avez-vous pu faire sur justement ces abandons et ces animaux errants ? Oui, alors c'est vrai que quand on regarde la situation sur 15-20 ans en arrière, on a effectivement diminution des abandons, on retrouve aussi moins d'animaux errants. Mais il y a aussi tout un travail qui a été fait par la fourrière notamment, par les associations qui sont assez actives actuellement. Néanmoins, le fait que les associations soient assez actives masque aussi un petit peu le problème de l'abandon, puisqu'il y a beaucoup de travail qui est fait peut-être plus qu'avant à ce niveau-là. Donc le problème est quand même toujours encore bien présent. Très bien. Et justement, quel est ce travail qui est fait, hormis celui des associations, qui est fait pour lutter contre les abandons ? Comment est-ce qu'on lutte et qu'on sensibilise à la lutte contre les abandons des animaux ? Oui, alors c'est essentiellement un travail en amont, en fait, qu'il faudrait faire, puisque l'essentiel des abandons sont liés au fait que les futurs propriétaires ne sont pas préparés à recevoir un chiot ou un chaton. On a moins ce problème-là sur des chiens adultes, mais sur des jeunes animaux, on oublie souvent que un chiot, il faut le promener si on n'a pas d'espace extérieur, que ça fait des bêtises, que ça urine, que ça fait des selles, et surtout on oublie que c'est un engagement sur du long terme, puisque un chien, ça peut vivre 10 ans, 15 ans, voire même peut-être 18 ans pour les petites races. Très bien. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre d'animaux qui sont encore abandonnés en Guadeloupe ? C'est dur à estimer, mais on est certainement sur plusieurs milliers d'animaux abandonnés par an. C'est quand même énorme, justement. C'est énorme pour un petit territoire. Pour un petit territoire. Ouais. Et quelles sont aussi les conséquences de ces abandons pour notre territoire ? Parce que je pense qu'il y en a quand même, mine de rien, pour les animaux, mais aussi pour plein d'autres choses, pour d'autres animaux, pour les abandons. Quelles conséquences ça peut avoir ? Oui, alors il y a plusieurs conséquences. Déjà, si on se place du point de vue de l'animal en lui-même, pour le chien, déjà, le fait d'être abandonné est totalement contraire à sa nature, puisque c'est un animal de meute. Qui, grâce à la domestication, est très centré sur l'humain. Donc le fait d'être séparé de l'humain et abandonné par ses maîtres est déjà une grande souffrance pour le chien. Et après, évidemment, à l'échelle du territoire et des activités humaines, on se retrouve avec une population de chiens errants ou de chats errants qui sont bien souvent non castrés, non stérilisés, donc qui se reproduisent. Et ça génère évidemment pas mal de nuisances, beaucoup d'accidents de la route finalement. Si on prend aussi les cas des chats, ce sont aussi des destructeurs des écosystèmes, puisque un chat errant va chasser et tuer jusqu'à 200-300 proies par an. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, lorsqu'on retrouve par exemple un animal abandonné dans la rue, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu ? En premier lieu, alors, c'est, je dirais, contacter éventuellement une association de protection animale pour essayer qu'il soit pris en charge. Éventuellement, c'est ce qui arrive d'ailleurs assez souvent en Guadeloupe, mais on peut être amené à croiser un chien, un chat errant et finalement le récupérer, vouloir le récupérer pour soi. Mais dans ce cas-là, il faut tout de même vérifier qu'il ne soit pas identifié, puisqu'on a quand même un certain nombre d'animaux errants qui sont identifiés, donc qui appartiennent à des propriétaires.
Donc je dirais que c'est les deux choses à faire, quand même vérifier l'identification et ensuite s'assurer qu'il soit sécurisé, donc pris en charge par des professionnels. Très bien. Donc, vous avez parlé donc, de sociétés protectrices des animaux à contacter. Quelles associations est-ce qu'on peut contacter au quotidien? Si par exemple ça arrive un week-end, comment est-ce que ça peut se passer? Oui, alors bon, le week-end c'est toujours un peu plus compliqué, évidemment, et quand c'est le soir c'est encore pire. Mais donc on a une vingtaine à peu près d'associations de protection animale en Guadeloupe. La plus connue, celle qui a le maillage territorial le plus présent, c'est évidemment la SPA, tout simplement. Mais en Guadeloupe, on a la chance d'avoir pas mal de groupes Facebook aussi qui reprennent énormément d'associations. Donc on a le groupe Guadanimal par exemple, où il y a beaucoup d'associations qui sont présentes. Donc en mettant une annonce tout simplement sur les réseaux sociaux, on peut rentrer en contact très facilement avec des associations. Très bien. Donc, en conclusion, on pourrait dire que pour lutter contre l'abandon des animaux, dans un premier temps, c'est vrai qu'il faut éviter aussi qu'ils puissent se reproduire en masse. Évidemment. Et d'avoir peut-être plusieurs chats, plusieurs portées de chats, de chiens dont il faudrait s'occuper. Et ce serait aussi de veiller à garder son chat, son chien en sécurité pour éviter peut-être qu'il s'enfuit. Il y a dans un sens aussi ça. Et pour terminer, vous nous avez parlé du coup donc donc de tout ce qui va être aussi les... Pardon, excusez-moi. J'ai oublié ce que j'allais dire, mais voilà, ça arrive. Donc, on parlait aussi donc, de l'identification, veiller à l'identification. Et aussi, voilà, quand on prend un animal, donc on s'engage sur la durée, c'est important de le rappeler. Et qu'il faut donc, bien évidemment, prendre ça en considération. Donc, les propriétaires d'animaux, chats, chiens, toujours prendre en considération le fait qu'un animal, c'est pour toute une vie. C'est ça, c'est pour toute une vie, c'est du temps et c'est aussi un budget pour toute une vie. Très bien. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être sur notre plateau ce soir. Bonne soirée à vous. Merci. Le 23 août dernier, le Bénin commémorait l'abolition de l'esclavage lors de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. À Ouida, porte de départ de milliers d'hommes et de femmes mis en esclavage, des cérémonies ont été organisées pour honorer leur mémoire. Le président du conseil départemental, Guy Losbar, parti au Bénin pour l'occasion, s'est exprimé lors d'un discours et a assuré « Ensemble, nous pouvons transformer la mémoire douloureuse de l'esclavage en un moteur de paix, de respect mutuel et de progrès ». Le groupe Vukum a lui aussi traversé le globe pour célébrer cette journée en musique. Un reportage de Charlie Dagonia. C'est un grand moment d'émotion et de commémoration. Et c'est cette première participation au GISTAR, cette date du 23 août, et il était nécessaire que nous soyons présents, d'où le discours que j'ai eu, mais aussi de revivre ce parcours mémoriel où nous étions au fort, de traverser pour arriver jusqu'ici, ce lieu symbolique rempli de mémoire, mais aussi qui a été témoin de toute la souffrance de nos aïeux. Puisqu'on sait que c'est ici que se faisaient les enchères, comment nos ancêtres étaient considérés véritablement comme des bêtes. On vérifiait leurs bras, leurs dents, leurs jambes, leurs membres, et après ils étaient vendus et marqués. Cet arbre, qui est un arbre millénaire, a su vivre tout cela et témoigne encore aujourd'hui. Donc c'est un moment particulier pour moi de pouvoir mettre cette plaque et cette gerbe en mémoire de toutes celles et ceux qui ont quitté ici pour ne plus revenir. Et c'est en ce sens que dans mon discours, je disais qu'il est nécessaire de recréer les liens, d'où notre visite aujourd'hui. Mais au-delà d'une visite qui a tout son symbole, d'une présence ici dans ces différents lieux, après c'est le partenariat, les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Et au-delà de ma volonté, mon rôle c'est de créer les conditions, mais je vais associer tout le monde, toutes les initiatives d'associations individuelles qui vont pouvoir concourir à cela. Je pense que c'est une très très belle idée, très belle initiative, et puis Vukum apporte toute son énergie. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est une journée spéciale aujourd'hui, puisque la journée du souvenir, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, avec beaucoup d'émotions. Une journée chargée en émotions.
Et puis bon, finir par Vokoum avec le partenariat aussi avec le groupe local, c'est sympa, ça donne beaucoup de vie et puis surtout ça rapproche. On a vraiment le sentiment d'un pont et finalement le pont il n'est pas aussi long qu'on le croit. Il n'y a pas un océan, il y a deux peuples qui ont beaucoup de choses en commun et finalement on se rend compte de toute l'ascendance et de la descendance que cela représente entre ces deux peuples. Beaucoup de remerciements pour l'accueil, pour le fait d'avoir été invité, d'avoir partagé, je vais dire, la mise en place de ce déplacement. Et surtout, on attend beaucoup des échanges qui vont venir. Les journées mémorielles, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que pour nous, c'était important d'être là et important de partager notre culture. On espère vraiment pouvoir vous montrer tout ce qu'on a envie de développer et de mettre en place avec vous. Après un beau parcours en Gold Cup pour les Guada Boys, l'aventure continue en Nations League avec le sélectionneur guadeloupéen Jocelyn Angloma. Jean Dartron, président de la Ligue guadeloupéenne de football, a présenté la sélection et affiche un objectif clair, direction la Ligue A pour les Guada Boys. Et pour mener à bien cet objectif, le président a fait le choix d'améliorer les conditions d'entraînement et de jeu de l'équipe en mettant en place des moyens techniques autour du sélectionneur de Guadeloupe. Prochaine rencontre le 7 septembre face à Saint-Kitts. Un reportage de Maxime Morel. La volonté, c'est de reconnaître tout ce que cet homme après une belle carrière professionnelle a donné au football guadeloupéen et qui continue à donner. Je pense que la perspective et l'implication de Jocelyn dans l'encadrement des jeunes et la motivation de voir la Guadeloupe vers un échelon ne remet pas en question sa position au niveau de la sélection majeure qui est la sélection des Guada Boys. Maintenant, c'est vrai que nous avons porté une évolution, un changement au niveau de l'équipe technique autour de Jocelyn. Ce n'est pas à dire c'est rejeté. Je crois qu'il y a des cycles. Cette équipe technique est en place depuis pratiquement 7 ans. Il a fait ses preuves. On est sorti de Ligue C, on est monté en Ligue B. On est arrivé à la porte des quarts de finale à 2 reprises avec cette équipe technique. Donc c'est du bon travail. Mais maintenant, nous avons souhaité rénover cette équipe autour de Jocelyn et pourquoi pas aussi donner un objectif supplémentaire encore qui est inconditionnellement la Liga. Une belle aventure, j'espère en tout cas. Je pense qu'on a des possibilités. On a su démontrer pendant la Gold Cup qu'on avait des possibilités. Maintenant, c'est gagner nos matchs, surtout se qualifier et monter dans cette Liga qui nous tient à cœur. Je pense que c'est important pour les footballeurs, mais c'est important pour la Guadeloupe aussi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est jouer contre les USA, le Canada, Honduras et autres. Et c'est quand même très valorisant. Donc maintenant, il faut jouer les matchs qui viennent. Des équipes qui sont à notre portée, mais qu'il ne faut pas négliger. Et comme je le dis, c'est gagner nos matchs et être performant. Les moyens, c'est dans la continuité. Je crois que déjà les joueurs professionnels qui viennent renforcer l'équipe sont enthousiastes de venir, sont concernés. Malheureusement, les joueurs de National qui ont fait une belle Gold Cup ne pourront pas être là parce que la Nationale n'est pas sous les dates FIFA. Donc les moyens, c'est améliorer encore les conditions. Je crois que avec tout ce qu'on a mis comme moyen depuis 3 ans dans la sélection, ça veut dire qu'on est sur une belle perspective. Moi, s'appuyer sur ça déjà. Et déjà, au niveau de l'analyse vidéo et de tout cela, nous avons renforcé l'équipe autour de Jocelyn. Nous allons pris un professionnel d'analyse de vidéo, mais aussi nous allons pouvoir, en termes d'encadrement sur le staff médical, encore porter des moyens supplémentaires. Mais disons que tout est fait pour que la sélection soit dans des conditions optimales, malgré les problèmes financiers qu'on connaît là-bas. O News Radio sur outremernews.fr.